Immense émotion à Fleurance, dans le Gers, pour cet hommage rendu à la petite Liana. Vous avez entendu ses parents, vous avez entendu le maire de la commune. Bonsoir, bienvenue à tous sur LCI, votre grand dossier évidemment consacré à cet hommage, cette marche blanche organisée en mémoire de la fillette disparue la semaine dernière. On se posera évidemment toutes les questions autour de cet événement, toutes les questions autour de ce drame qui demeure toujours. Ce drame aurait-il pu être évité? Pourquoi le principal suspect, dont les signalements s'étaient multipliés, n'a pas été inquiété par la justice avant vendredi, le jour où la petite Liana a disparu? Peut-on parler d'une affaire d'État alors que toute la classe politique a réagi et dénonce à grande majorité un naufrage institutionnel? Toutes les questions évidemment sont sur la table. On en parle notamment avec Arlette Chabot ce soir. Bonsoir, éditorialiste politique TF1 LCI. Guillaume Farlet toujours avec nous. Bonsoir, consultant police-justice TF1 LCI. Christian Proutot, ancien officier de gendarmerie, ancien préfet, fondateur et premier commandant du GIGN. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe Boyer, avocat pénaliste. Bonsoir, avocat de l'association L'Enfant Bleu. Bonsoir. Et puis maître Dominique Attias également. Bonsoir. Ancienne vice-bâtonnière de Paris, avocate spécialiste des mineurs et des violences contre les femmes. On le voit, l'émotion est immense. On va prendre à la direction de Fleurance, dans le Gers, où on retrouve notre envoyé spécial, Brandon Warret. Brandon, bonsoir. On imagine évidemment, vous avez suivi cette marche blanche depuis cet après-midi, vous avez suivi ces prises de parole du maire, de la famille. On imagine que sur place, l'émotion est immense. Bonsoir Quentin, quelle émotion sur cette place du Marcadet, hein. Imaginez, noir de monde, plutôt marée blanche, tous les habitants de Fleurance qui étaient là, en train d'écouter le maire, en train d'écouter les mots des parents, lus par une lettre de la tata de Liana. Et on a vu, avec Florian, on regardait ces 6000 personnes rassemblées. L'émotion était chez tout le monde, que ce soit chez les habitants, d'autres personnes avec qui on discute. Beaucoup avaient des lunettes de soleil, on voyait beaucoup de personnes en train de pleurer. Quentin, une émotion assez forte. Pour avoir suivi beaucoup de marches blanches, ça a été très difficile chez la plupart des personnes qui aient donc écouté ces discours et puis notamment ces musiques qui ont été entendues. Maëlys, Stéphanie, je suis avec vous. Je vous ai observé pendant de longues minutes. Vous êtes extrêmement émus, là vous pleurez. C'était un moment important d'être là pour soutenir la famille, Maëlys. Oui, très important parce que je me dis que ça peut m'arriver à moi comme à d'autres jeunes. Vous avez quel âge, Maëlys ? 14 ans. 14 ans, oui. Et moi, je trouve que c'était important de venir ici, surtout que moi, je connaissais un peu Liana et ça me rend triste d'être là aujourd'hui. Stéphanie, vous êtes la maman, on vous voit en pleurs, vous avez même du mal d'ailleurs à parler. Quand vous voyez le discours des parents, cette dignité aussi quand même, ils ont souhaité aussi remercier les personnes qui les ont soutenus depuis le début. Vous habitez le Tarn-et-Garonne, pas loin de Montauban, je crois, mais vous êtes quand même venu aujourd'hui. Oui, pour soutenir les parents, parce que ça peut arriver à tout le monde, et même à ma fille, donc voilà, c'est juste horrible ce qui arrive. Oui, quand vous disiez, votre fille de 14 ans, Liana avait 11 ans, vous vous sentez un peu plus touchée par ce drame? Oui, je soutiens complètement les parents, la maman, parce que c'est vraiment un moment très très douloureux et c'est horrible, ça devrait jamais arriver, des trucs comme ça. Et voilà, moi vous êtes en colère aussi? Très en colère, oui, parce que ce drame n'aurait jamais dû arriver en fait. Et ça n'aurait jamais dû arriver si la justice avait fait son travail plus tôt. Voilà, donc moi je vais prendre des précautions envers ma fille aussi parce que j'ai vraiment très peur au jour d'aujourd'hui. Et voilà, c'est... Vous sentez cette forte solidarité de toute la communauté gersoise, mais qui va au-delà du département. Vous êtes du département voisin, c'est toute la France là qui a été touchée en plein cœur. On est tous touchés, c'est sûr. Tous, toute la France et c'est pas la seule... qui est partie comme ça et j'espère bien que ce sera la dernière parce que là c'est vraiment pas bien quoi. Pardon pour ce que tu as vécu, nous t'aimons, ce sont les mots des parents de Liana. Là aussi ils ont été extrêmement forts, très dignes. Ça c'est sûr que les parents ils sont vraiment très courageux, très forts dans ce moment-là et vraiment, je suis de tout corps avec eux. On sent votre émotion extrêmement forte cet après-midi. Quand vous voyez cette marée blanche sur cette place, tout le monde est venu. Je vous dis, tout à l'heure, il y a un monsieur qui me disait je viens de Belgique, j'ai été marqué par l'affaire du trou et je voulais être là aujourd'hui. Bien sûr, nous aussi, on a voulu être là aujourd'hui pour soutenir toute la famille et pour rendre hommage à Liana parce qu'elle était vraiment magnifique. C'était vraiment une enfant, elle méritait vraiment pas ça, quoi. Vraiment pas, c'est horrible.
Merci beaucoup, mesdames. On vous laisse poursuivre parce qu'on peut aussi déposer des roses blanches sur l'estrade. Merci beaucoup, mesdames. Imaginez 6300 habitants comptant dans cette petite commune du Gers. Eh bien, 6000 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées cet après-midi pour soutenir la famille. Merci beaucoup, Brandon Noiret. Merci également à Florian Paume qui vous accompagne. Que dire, effectivement, Brandon a raison, quelle émotion sur place. Guillaume Fard, à chaque drame comme ça, on ne peut pas comparer. Mais on a le sentiment que ce drame, cette affaire, elle résonne différemment, elle n'est pas comme les autres. Oui, d'abord parce que on parle de la mort d'une enfant et que quand il y a la mort, a fortiori le meurtre, là on attend évidemment les résultats du rapport d'autopsie, mais la mort c'est indéniable d'une enfant, l'émotion est considérable. Ça saisit toujours l'opinion. Ça fait au moins un demi-siècle. Il y a un certain nombre d'affaires qui ont été rappelées par le maire dans son discours. Il a cité notamment la petite Maëlys, la petite Estelle Mouzin. Mais ce qui est d'autant plus terrible dans le cas de cette affaire, c'est que l'opinion juge cette mort évitable. La mort de la petite Maëlys était-elle évitable ? C'est Nordal Lelandais qui va à une soirée de mariage, qui l'enlève pendant la soirée. Beaucoup de personnes doivent culpabiliser, se dire mais si j'avais vu, si j'avais su. Mais sauf qu'à ce moment-là, Nordal Lelandais, personne ne connaissait sa trajectoire criminelle et il n'y avait pas au sein des instances judiciaires autant de plaintes que là, il y a de plaintes qui visent Jérôme Barella, toujours présumé innocent à cette heure. Attention, mais là, ce que se dit l'opinion, c'est que au fond, si la justice avait été plus diligente, avait été plus rapide, avait été plus vigilante à un certain nombre d'éléments, peut-être que cette mort n'aurait pas eu lieu. Donc ça ajoute au drame la colère de l'opinion publique. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'il y avait autant de monde. Et quand nos reporters sur place tendaient des micros tout au long de l'après-midi, les gens se disaient évidemment peinés, attristés, ils faisaient part de leur chagrin, mais ils faisaient aussi beaucoup part de leur colère, en indiquant qu'ils étaient en colère contre l'autorité judiciaire. Et donc, sans présumer des conclusions des enquêtes administratives qui vont démarrer à partir de demain, ce que l'opinion comprend avec beaucoup de bon sens, c'est que quand une plainte est déposée par une maman en août 2025 et que il faut attendre le 9 janvier 2026 pour avoir un service d'enquête, et que, alors que selon nos informations, le 14 février de cette même année, on demandait le placement en garde à vue d'un suspect et que ce placement en garde à vue n'intervient pas, oui, il y a, au-delà de l'incompréhension, de la colère contre la chaîne pénale. Et d'ailleurs, les personnes qui étaient interrogées ne demandaient pas qu'on sanctionne individuellement des personnes, ne demandaient pas qu'on aille dire à tel ou tel magistrat que dorénavant il ne pourrait plus exercer. Ils disaient qu'il y avait une défaillance systémique. Et ça, avec beaucoup de bon sens, sans être expert des questions judiciaires ou des questions pénales, toutes les personnes qui étaient présentes, que l'on a pu interroger, le faisait remonter. Et le maire également parlait de défaillance sociétale lorsqu'il a pris les mots devant cette foule. Justement, on va reprendre la direction de Fleurance dans le Gers, retrouver notre autre envoyée spéciale, Elisa Cléache. Elisa, vous êtes notamment avec une participante donc à cette marche blanche. C'est ça, pour vous raconter à quel point c'était émouvant, impressionnant même de voir cette foule, rassembler cette foule silencieuse pour bien sûr montrer leur soutien aux parents de Liana. C'était votre cas, Sarah et Cyril, vous êtes venus avec vos enfants, avec votre famille. Qu'est-ce que vous avez ressenti devant ce moment d'émotion avec les parents de Liana ? Justement, énormément d'émotions. Je connaissais pas du tout la petite fille, mais je suis moi-même maman de 3 filles, dont une exactement du même âge que Liana. Et de voir les enfants pleurer à côté, enfin la famille, tout ça, ça m'a submergée en émotion en fait. Et voilà, c'est les larmes qui viennent. c'est tellement triste, tellement injuste, quoi. C'est pas normal de mourir à cet âge-là, quoi. Vous aussi, monsieur, c'était... Moi, je suis papa seulement d'une petite fille de 4 ans, mais je pense qu'on ressent encore plus en tant que parent. On se met à leur place. Enfin, on peut pas se mettre à leur place, mais se dire qu'une chose comme ça arrive, c'est terrible. Jamais ça devrait exister. Et je pense que tout a été dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, mais énormément de colère. Voilà, je pense que demain, il y a des manifestations devant les tribunaux. Je pense qu'on sera à celui d'Agen, on arrive d'Agen, on y sera demain soir à 19h.
le maire l'a bien dit, il faut pas laisser ça peut plus durer. On dit ça à chaque fois et puis après on oublie, on passe à autre chose. Mais c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup. Il faut protéger nos enfants. Ce sont vos derniers mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Au total, 6000 personnes ont participé à cette marche blanche selon la préfecture. Et vous l'avez entendu dans la bouche de tous ces participants. Plus jamais ça. À la fois, évidemment, beaucoup de tristesse, mais beaucoup de colère également. Beaucoup nous ont dit être présents demain pour manifester devant les tribunaux. Merci beaucoup, Lisa Cléache. Merci également à Adam. Merci pour les images. Maître Dominique Attias, effectivement, cette mère, ces mots résonnent. Il faut protéger nos enfants. On a le sentiment qu'il y a un sentiment d'injustice et de colère aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez, ce qui est épouvantable dans cette affaire, c'est que c'est en définitive le résultat de plein de causes. Première cause, une incurie depuis 30 ans. Depuis 30 ans, une incurie concernant le budget de la justice. Avant de venir ici, j'ai voulu quand même regarder pour vous donner des vrais chiffres. Et c'est dément. Pourquoi c'est dément ? Parce que la France, nous sommes la 5e puissance mondiale, d'accord ? Eh bien, nous avons le budget judiciaire par habitant le plus faible d'Europe, parmi les pays du même niveau de richesse. C'est pas un retard, c'est un choix. Quand j'entends partout Darmanin, démission, c'est pas Darmanin seulement, c'est le budget, c'est le ministre du budget. Pour autant, le ministre et le président de la République réfutent l'argument des moyens. Mais c'est une plaisanterie. De qui se moque-t-on ? Il y a de quoi être en colère. De qui se moque-t-on ? Est-ce que vous savez que chez nous, pour 100 000 habitants, on a 3 procureurs. La moyenne européenne, c'est 12 procureurs pour 100 000 habitants. Est-ce que vous savez qu'en France, vous savez que nous avons ce qu'on appelle des UAPED. Les UAPED, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des unités qui regroupent tous les professionnels pour prendre en charge un enfant dès qu'il y a un soupçon de violence sexuelle. Il n'y en a pas dans le Gers. Il n'y en a pas dans le Gers. Et il n'y en a pas seulement dans le Gers. Il en manque en France 47. Dans 47 départements ? Dans 47 départements, il n'y a pas cette structure. Il n'y a pas cette structure qui aurait probablement aidé à éviter ces dysfonctionnements. Et la dernière des choses, permettez-moi de vous le dire, la parole des enfants. Ça aussi, ça commence à bien faire. On y reviendra justement à la parole des enfants et cette question autour des témoignages, notamment des familles, des enfants, mais également des parents. Vous partagez cette colère, Jean-Christophe Boyer. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste, avocat de l'association L'Enfant Bleu. Ah, totalement. Totalement, même j'irais même plus loin, il n'y a pas que le budget de la justice. C'est quand vous regardez aujourd'hui le nombre d'officiers de police judiciaire que l'on a en France. Parce que quand on vous dit que les procureurs ne transmettent pas ou ne font pas avancer les procédures assez rapidement, mais qui fait les enquêtes ? Les OPJ. Moi, j'ai à peu près dans mon cabinet 40 plaintes, que ce soit de mineurs violés ou d'adultes. Je n'ai jamais de retour, je vous dis jamais de retour avant 24 mois. Et ça, c'est les premiers retours. 2 ans. Et au mieux, 4 ans. Quand on explique aux gens que l'on verra peut-être ce que l'on fera dans 2 ans ou dans 4 ans pour qu'on ait enfin un retour du parquet, peut-être une convocation pour une confrontation, et vous avez le choix, sinon, bien plutôt, de forcer l'action publique et de faire des plaintes avec caution de partie civile. Et là, vous avez toujours ce choix, mais kafkaïen, parce que vous vous dites, mais je peux interrompre une procédure en cours, parce que c'est bien normal, nous ne sommes pas informés de ce qui se passe. Donc il n'y a pas qu'un problème de nombre de magistrats, il y a un problème de nombre d'enquêteurs. On nous parle toujours, il faut beaucoup de policiers en France, mais il faut beaucoup d'OPJ. Et quand j'entends le ministère de l'Intérieur nous dire qu'il faudrait des enquêtes, ou même d'anciens ministères de l'Intérieur, nous dire qu'il faudrait des commissions disciplinaires contre les magistrats, mais de qui se moque-t-on ? Quand on sait en fait que, quand vous regardez les grilles indiciaires d'un OPJ par rapport à un policier de premier niveau, mais il n'y a même pas d'attractivité vers ce métier. Donc il y a un manque de politique, mais général dans ce pays, pour que toutes les enquêtes soient traitées dans des délais raisonnables.
toutes les enquêtes. On posera évidemment toutes les questions. Et dans le Gers, il manque 235 gendarmes. C'est pour ça qu'on va évoquer justement toutes les questions et à différentes strates des institutions. Évidemment, il y a l'émotion aujourd'hui avec cette marche blanche, il y a l'émotion depuis toute cette semaine qui traverse l'ensemble du pays, qui bouleverse Alat Chaboum. On a le sentiment que ce drame, c'est celui de trop. Quand on entend tous les spécialistes, tous les avocats, les magistrats, on écoutait hier notamment le président de la conférence nationale des procureurs, tout le monde a été interrogé depuis plusieurs jours. On a le sentiment que ce drame de la petite Liana, c'est celui de trop aujourd'hui. Oui, parce qu'on est, d'une manière générale, on peut prendre secteur par secteur. C'est pas le seul secteur, la justice. On se dit, et ces réflexions qu'on fait régulièrement, on arrive au bout d'un système qui est fatigué, usé, il y a eu des rustines, on a mis des scotch depuis des années pour essayer que ça continue à marcher à peu près bien, et il y a un moment où ça craque. Je pense, on évoquera tout à l'heure la venue de Gérald Darmanin. Franchement, le message, il est extrêmement clair pour le ministre de la Justice aujourd'hui. Il y a l'émotion, mais le mot colère est revenu plusieurs fois, et encore plus que le mot chagrin ou tristesse. Ça veut dire que je pense que Gérald Darmanin regarde un peu, a écouté ce qui s'est dit évidemment à Florence. Ça veut dire que les excuses d'un ministre, franchement, aucun impact. Il y a des missions, effectivement, enquêtes administratives qui sont lancées. C'est la moindre des choses, je le dirais. Pour ceux qui regardent, c'est la moindre des choses. Mais personne ne va se contenter de ces messages aujourd'hui, ou même des propos d'un ministre qui se dit furieux que ces circulaires n'aient pas été, selon lui, respectées par des procureurs, par le parquet. C'est la raison pour laquelle il convoque demain des plus hauts magistrats demain à son ministère. Tout ça, ça n'est plus entendable, si je puis dire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un ministre de la Justice, c'est au-delà de ceux qui connaissent la justice, des avocats, des présidents d'associations. Je pense que la colère est partagée par tout le monde. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un ministre de la Justice qui dise « Ok, on entend, vous disiez c'est l'affaire de trop ». Peut-être, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des vraies réformes, une vraie organisation du ministère. Alors, il y a effectivement un problème de budget. C'est pas la meilleure période parce qu'on est quand même là aussi au bout de ce qu'on peut faire en matière de déficit, mais il faut quand même qu'il annonce qu'il va à des transformations du ministère, une réorganisation, à quel niveau c'est à lui de le dire, mais qui s'engage en tout cas pour les mois qu'il reste à cette équipe gouvernementale pour changer les choses. Parce que cette colère qu'on entend, qui s'exprime encore une fois, je pense qu'elle n'est pas prête de s'éteindre. Vraiment. Sérieusement, c'est vraiment... on a l'impression que c'est le dernier avertissement. Voilà, on a le sentiment, parce qu'on peut se dire que dans quelques jours, peut-être que l'émotion retombera. Mais pas la colère. Mais pas la colère, effectivement. Avant de vous donner la parole, Christian Proto, on va prendre la direction une nouvelle fois de Florence, dans le Gers. On retrouve une nouvelle fois notre envoyée spéciale, Elisa Cléache, parce que vous êtes à nouveau avec une participante à cette marche blanche où l'émotion est importante. C'est ça, oui. Pour tout vous dire, je suis même avec Eve qui est également au collège, donc où était scolarisée Liana. Eve, est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu as ressenti pour cette marche blanche? Est-ce que c'était important pour toi d'y être aujourd'hui? Oui, pour moi c'était assez important parce que c'est une fille que je connaissais. Enfin, on se disait bonjour des fois. Enfin, c'était une copine à une copine. Du coup, je la connaissais et c'est assez touchant quand même de savoir ça. Tu as pu déposer des fleurs pour Liana? Oui, je les ai déposées devant le collège. Et il y a ta maman également qui est là. Bonjour. Vous me disiez, c'était important donc pour vous d'être présente pour cette marche blanche, pour votre fille également. Oui, parce qu'on était très émus, très touchés depuis vendredi. Moi, je regarde les informations. On se demande, on croyait pas que ça allait arriver ici. Bon, voilà quoi. Mais pour cette petite, moi, ça me fait très mal et je suis très émue. Voilà, difficile pour parler. Voilà. Bien sûr, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous l'entendez, c'est très difficile de trouver les mots après cette marche blanche. On a vraiment eu une foule devant les parents de Liana, devant le maire de Florence également. On avait véritablement l'impression de ces 6000 personnes qui se sont rendues à cette marche blanche qui étaient en deuil ensemble tout à l'heure. Merci beaucoup Elisa Cléache, merci également à Adam, merci pour les images. Christian Proto, Arlette Chabot disait tout à l'heure que la colère, elle ne retomberait pas d'un coup. On a un sentiment, quand on entend tous ces témoignages, des parents notamment, un sentiment de plus jamais ça.
Non, mais bien évidemment, et dans ces circonstances, on est malgré tout heureux de se dire qu'il y a encore ça, cette espèce d'indignation en se disant comment se fait-il. Sur ce point-là, je rejoins complètement Arlette. Là où je la rejoins pas, c'est que je me demande combien de fois on va être obligé de dire plus jamais ça, parce que si vous retournez en arrière, vous allez voir le bilan. À chaque fois qu'il y a un fait dramatique comme celui-là, on dit plus jamais ça. Et je voudrais revenir sur un problème que vous avez évoqué, maître, qui me touche et que je signale régulièrement en tant que haut fonctionnaire, c'est la RGPP, le régime général des politiques publiques, tel qu'il a été démoli en 2007. On ne citera pas le responsable, où on vous expliquait qu'il y avait trop de fonctionnaires. Et la vache à lait du système, ça a été de dire que le fonctionnariat, c'était le déficit de la France. Donc, il fallait démolir tout ça. La gendarmerie, ne citez que pour elle, vous vous rappeliez le chiffre, et je vous en remercie, ne serait-ce que pour le Gers, la gendarmerie a perdu 600 brigades sur 3600 depuis cette application de la RGPP de 2007. Et on viendrait... Alors, je parle pas de la police, je parle pas de la santé, je parle pas... Donc, il y avait les principes régaliens qui auraient dû être protégés. Cette RGPP pouvait prendre en compte, je veux bien le croire, qu'il y avait des doublons, des triplons, tout ce que vous voulez, sur des postes qui n'étaient pas importants. Mais pourquoi avoir appliqué d'une manière générale, indiscriminé, un texte imbécile. Voilà. On va reprendre la direction de Fleurance, dans le Gers, retrouver notre envoyé spécial Brandon Ouarret. Brandon, la marche blanche qui s'est donc terminée il y a quelques minutes, et les personnes, les participants, il y a encore beaucoup de monde à Fleurance, là où vous vous trouvez. Effectivement, Quentin, imaginez quand même face à ces parents qui se trouvaient il y a encore quelques minutes sur cette estrade. Forcément, on reste de longues minutes et vous le voyez, ces roses blanches par dizaines. On en voyait déjà par centaines devant le collège Hubert-Reeves où était scolarisée Liana. Et puis vous voyez ces messages ici notamment. Liana, à sa maman et à son papa, à jamais dans nos cœurs, nous ne t'oublierons pas, petit ange. Et puis, autre message extrêmement fort qui a été déposé par une famille tout à l'heure. On a tout fait pour te retrouver en vie, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'émotions sur ces 6000 personnes qui étaient rassemblées sur cette place du Marcadet. C'est votre cas, Jessica, Julie. Vous êtes encore là, quelques minutes après cette marche blanche. Vous étiez très émus tout à l'heure, je vous observais. Vous regardiez ces parents très dignes tout le long de cette cérémonie. C'est très très compliqué, et même si je ne les connaissais absolument pas, que pour moi il n'y avait aucun lien avec eux, c'est très dur de se dire qu'une famille vit ça encore plus ici, et de se dire que encore une enfant a perdu la vie par un souci de tolérance auprès de la justice. C'est très compliqué. Julie, vous habitez Auch, donc à une vingtaine de kilomètres. Oui. Vous sentez cette solidarité dans toute la communauté gersoise aujourd'hui ? Oui, parce qu'on est beaucoup. Enfin, j'ai vu sur Facebook ce matin, sur certains réseaux, qu'il y avait énormément de personnes qui venaient, que ce soit de Toulouse, de Lyon. Moi, je suis de Lectoure, donc il y a beaucoup de Lectoure aussi. Jessica est d'Auch, donc oui, il y a quand même pas mal de personnes qui sont mobilisées pour soutenir la famille. C'est important aujourd'hui de venir apporter du soutien à cette famille endeuillée, et puis notamment rendre hommage à cette jeune fille de 11 ans. Oui, c'est important. Puis bon, Liana, c'est un peu notre fille à toutes, dans le sens où on a tous des enfants, voilà, et on voudrait pas que ça nous arrive, donc on espère que la justice va enfin se réveiller et faire quelque chose pour protéger nos enfants. Justement, en parlant de justice, beaucoup nous ont dit depuis ce matin, nous irons demain devant des tribunaux, devant le ministère de la Justice, certains à Paris. Vous y serez demain, vous ? Alors moi personnellement non, mais j'y serai de tout cœur, et si j'ai la possibilité bien sûr d'y aller, j'irai. Moi malheureusement non plus, parce que j'ai mes enfants, donc je veux pas les amener pour nous. C'est pas leur place, ils sont trop petits, ils comprennent pas, donc... Mais comme Jessica, j'y serai de tout cœur avec eux. En tout cas, on sent votre émotion. Merci beaucoup, mesdames. 6000 personnes, Quentin, rassemblées aujourd'hui pour cette marche blanche qui a duré environ 1h30. 6000 personnes, c'est 6300 habitants dans cette petite commune. Et de l'émotion et aussi beaucoup de colère. Merci beaucoup, Brandon Ouarret. Merci également à Florian Paume qui vous accompagne. On entend la colère de ces habitants qui, pour beaucoup, se rendront du coup demain devant les magistratures et devant les tribunaux pour manifester. Juste avant de réagir à ça, on va réécouter, si vous ne l'avez pas suivi sur LCI en direct, cette lettre des parents qui a été lue par la tante de Liana. Elle s'adressait donc à l'issue de cette marche blanche. Écoutez cette lettre.
Nous tenions tout d'abord à vous adresser ces quelques mots pour vous remercier d'être là, à nos côtés aujourd'hui. Il n'y a pas de mots pour décrire le soutien que vous nous apportez depuis ce vendredi 29 mai, jour où on nous a enlevé la petite Liana. Mille merci pour tout. Je tiens personnellement à remercier Monsieur le maire, son adjoint et ses collaborateurs pour tout ce qui a été mis en place, ainsi que pour leur soutien. Aujourd'hui, ma fille Liana doit être tellement émue de voir tout là-haut, tout ce monde rassemblé spécialement pour elle. Les mots me manquent. Personne, je pense, est prêt à vivre une disparition aussi brutale que celle que nous vivons depuis vendredi. Notre petit monde tout entier s'est écroulé. Une fois de plus, je n'aurai les mots pour décrire ce drame abominable qui touche notre famille. Nous tenir devant vous tous et vous tous aujourd'hui et parler de Liana est surréaliste. Une dernière fois, mille merci du fond du cœur. Et au nom de toute notre famille, merci infiniment pour elle. Voilà pour cette lettre lue par la tante de Liana. On est en ligne avec Claire Bourdi. Bonsoir, vous êtes fondatrice du collectif Enfantiste, un collectif d'activistes contre les violences faites aux enfants et aux adolescents. Merci infiniment d'être en direct dans le grand dossier sur LCI. On a entendu tous nos invités sur le plateau montrer cette émotion et puis ces questions qui se posent autour de ce drame. Comment faire pour qu'il ne se reproduise plus ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un avant et un après cet événement ou malheureusement, c'est un drame qui pourra de nouveau malheureusement avoir lieu sur notre territoire ? Oui, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec la mobilisation de la société civile, il peut y avoir un changement. Et on espère que ces situations-là, ces enfants qui meurent, ces enfants qui sont victimes de violences sexuelles, on espère du fond du cœur qu'enfin ça va s'arrêter. Parce que nous, ça fait plusieurs années qu'en fait, qu'on compte les infanticides en France. Et ça fait plusieurs années qu'on crie de ces failles institutionnelles. Et on espère que cette fois-ci, on va enfin être entendu, notamment avec la campagne présidentielle qui arrive dans quelques mois. Vous restez avec nous, Claire Bourdi, parce que dans le grand dossier ce soir, on veut tenter de répondre et de poser les questions. Bien sûr, ce soir, on ne répondra pas à toutes les questions. Ce n'est pas notre rôle, ce serait bien trop simple. Et d'ailleurs, il y a une enquête qui est en cours, notamment par les autorités, pour faire la lumière sur les éventuelles défaillances, à quel niveau des institutions. Mais quand même, on va poser les 3 questions majeures. Je rappelle juste avant que Gérald Darmanin, vous le voyez, ministre de la Justice, répondra aux questions de Darius Rochebin. C'est à 18h, ce sera à 18h sur LCI, restez bien avec nous, juste après notre grand dossier. La première question ce soir, que beaucoup de téléspectateurs, j'imagine, beaucoup de Français se posent aujourd'hui, c'est Jérôme Barella, donc ce suspect, pour le moment, bien qu'il reste présumé innocent, on le rappelle, avait un passé d'agresseur sexuel impossible à déchiffrer. Parce que je rappelle évidemment qu'il y avait énormément, en tout cas au moins 6 affaires le concernant, avec au moins 4 plaintes, Guillaume Fard si je ne me trompe pas, plusieurs notamment pour des viols sur mineurs. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné concrètement, même si la question est volontairement difficile, pourquoi ça n'a pas alerté avant les autorités ? Ce qui fonctionne pas, c'est surtout l'instruction de la plainte qui est déposée en août 2025 par le moment de la petite Rosa. Parce que avant cela, quand on regarde, toujours selon les informations qu'on a au service police-justice de TF1 et LCI, mais quand on regarde ce qui se passe avant août 2025, on peut comprendre pourquoi certaines de ces affaires sont classées sans suite. Par exemple, la plainte qui est déposée à Béthune en 2022 pour un viol sur une petite fille de 7 ans au moment des faits, ces déclarations sont jugées confuses et ne sont pas corroborées par des examens en médecine légale. Bon. Donc là, en 2024, la décision est prise de classer sans suite. Il y a la question de son licenciement dans l'établissement scolaire où il travaillait comme agent d'entretien dans un lycée. La région le licencie parce qu'il entretenait une correspondance jugée inappropriée avec une lycéenne. Selon nos informations, il n'y a pas eu d'article 40 à ce moment-là. Bon, la justice, du coup, ne pouvait pas connaître ou avoir connaissance de ces faits. Si on remonte encore avant, 2017, il a eu une relation avec une adolescente de 17 ans qu'elle déclarait comme étant consentie et, toujours selon les informations que nous avons, ils avaient eu un rapprochement physique, mais ils n'avaient pas eu de relation sexuelle à proprement parler. Bon, là aussi, classement sans suite. En revanche,
Là où c'est beaucoup plus surprenant, voire inquiétant, c'est l'instruction de la plainte qui est déposée en août 2025 par la maman de la petite Rosa. Parce que la maman de la petite Rosa, elle à Toulouse, à ce moment-là elle était à Toulouse, elle fait tout bien. Elle dépose plainte. Ensuite, sa fille est vue par une psychologue qui juge que le témoignage est crédible. Elle fait constater les lésions de sa fille, dont on a rappelé leur gravité, sont des lésions vaginales, des lésions anales, par un médecin légiste. Tout ça est inscrit dans le rapport. Et c'est après que ça ne va plus. C'est quand le parquet de Toulouse décide de se dessaisir au profit du parquet d'Auch, au motif que le suspect réside dans le Gers. Et alors là, on perd un temps infini. D'abord parce qu'il faut transmettre le dossier au parquet d'Auch. Donc là, ça a été rappelé, c'est fait par voie postale, ça prend 13 jours. Ensuite, ça arrive au bureau d'enregistrement du parquet d'Auch. Ça met plusieurs semaines pour désigner un magistrat. Et quand ce même magistrat est désigné, ça met encore plusieurs semaines pour désigner un service d'enquête. Et ce service d'enquête n'est désigné que le 9 janvier 2026. Vous voyez tout le temps qu'on a perdu depuis le mois d'août. On désigne la brigade de gendarmerie de Lectoure, qui est la plus petite du département du Gers, avec seulement 8 militaires qui y travaillent, dont seulement 3 officiers de police judiciaire. Et cette brigade a déjà 115 affaires à traiter, dont 4 affaires de viol, dont 2 affaires qui portent précisément sur des viols sur mineurs. Et ces gendarmes vont commencer par vouloir réentendre la maman, donc ils retournent à Toulouse pour la réentendre. Elle avait déjà été entendue. Et ensuite, il y a un certain nombre d'actes qui sont faits, des quelques auditions de témoins, et puis une déréquisition pour une mise sur écoute téléphonique. Et le 14 février 2026, selon nos informations, la demande est faite par le parquet de placer Monsieur Barella en garde à vue, et puis plus rien. Plus rien du tout. Et ça, évidemment, quand vous le déroulez comme je viens de le faire, le garde des Sceaux, lui, il formule des excuses publiques, et l'opinion publique, elle dit, mais en fait, on est face à une mort qui est évitable. Alors évidemment, il faut un raccourci, ils enlèvent la présomption d'innocence, ils sont pas familiers de la procédure pénale, mais ils comprennent une chose, hein, les Français, avec, encore une fois, énormément de bon sens. C'est que la chaîne judiciaire a failli par manque de célérité, et que, au bilan, il y a non seulement une petite fille qui est morte, mais il y a surtout eu d'autres affaires qui ont été dénoncées, au moins 3 autres d'agressions sexuelles et de viols. Et c'est notamment ce qu'on entend également dans les propos de ces personnes qui ont participé à la Marche Blanche et de ces habitants de Fleurance. On prend la direction, encore une fois, du Gers, on retrouve notre envoyé spécial Elisa Cléache, parce que vous vous trouvez, encore une fois, aux côtés de participants de cette marche. Oui, il faut dire qu'ils étaient nombreux, hein, à peu près 6000 selon la préfecture. Et on avait rencontré Laurent ce matin. Laurent, vous nous disiez ce matin avoir fait 2h30 de route hier. C'était important pour vous de participer à cette marche blanche. Tout à fait. Pourquoi c'était important pour vous? Alors c'était important déjà pour être avec la famille, proche de la famille et proche des gens de cette commune, proche monsieur le maire aussi. Et quand j'ai vu cette marche blanche, surtout que cette marche blanche, c'est la première que je fais pour accompagner une jeune fille. Cette marche blanche, ça a été quelque chose de terrible, parce qu'en fait, il y a eu tellement de monde qui ont été tellement silencieux, respectueux et tout ça. Beaucoup de fleurs aussi. Ça a été vraiment quelque chose de mémorable. Voilà. Très respectueux. Voilà. On vous sent touché, vous également. Oui, vous avez pu déposer votre rose. Vous aviez acheté une rose blanche ce matin. À l'école, j'ai déposé la rose blanche à l'école, parce que bon, elle est partie de là-bas, et puis à partir de là-bas, bien, on n'a pas retrouvé. Donc, on n'a pas retrouvé on n'a pas été départ de la piscine et tout ça. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui m'a touché énormément. On le sent. Merci beaucoup Laurent d'avoir accepté de partager tout cela avec nous. Laurent a tout résumé, cette émotion qu'on a ressentie tout au long de cette marche blanche. Les 6000 personnes se sont ensuite réunies devant cette estrade où ont pu s'exprimer à la fois le maire de Fleurance, la marraine également de Liana a pu transmettre un mot des parents de Liana qu'on a vu ici se recueillir. Donc c'est encore beaucoup d'émotions ce soir ici à Fleurance. Merci beaucoup Elisa Cléache. Merci également à Adam. Merci pour les images. Le développement que vous avez expliqué Guillaume Fard, elle nous amène à la deuxième question. Pourquoi ce principal suspect n'a donc jamais été convoqué par la justice depuis cet été, depuis cette fameuse plainte pour viol déposée à l'été 2025? Il s'est passé 9 mois
entre cette plainte et la disparition de la petite Liana. Vous l'avez rappelé, les gendarmes n'ont pas interrogé cet homme. Ils voulaient d'abord interroger notamment la maman de cette petite Rosa, c'est le nom de cette jeune fille. Christian Proutot, vous êtes ancien officier de gendarmerie, ancien préfet. Est-ce qu'il y a une défaillance des gendarmes de ne pas vouloir prendre la parole, de ne pas vouloir interroger cet homme dès l'instant où cette procédure a été lancée? Alors, c'est très difficile de répondre à la question, même si elle paraît évidente. D'une manière évidente, on pourrait se dire, effectivement, pourquoi ils ne l'ont pas interrogé. Alors, le chiffre qui a été rappelé, c'est quand même 8 gendarmes avec des dossiers pour la plus petite brigade. Et ça n'excuse pas tout, bien évidemment. Encore moins à la vue de ce que malheureusement, on est obligé de commenter et de vivre. Mais 3 officiers de police judiciaire sont les seuls qualifiés à pouvoir agir au plan juridique pour pouvoir faire entendre quelqu'un, le convoquer et tout. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et là, c'est pas pour passer la balle à quelqu'un d'autre, la justice, il faut pas se méprendre, c'est la justice des hommes. On nous apprend ça quand on est en école de gendarmerie, et les hommes étant faillibles, la justice des hommes, elle peut être faillible également. En l'occurrence, la question que je me pose, moi, personnellement, c'est pourquoi on a donner ce dossier à une brigade alors qu'il existe des sections de recherche, des brigades des recherches qui sont dont justement là tout le personnel est qualifié pour pouvoir répondre à différentes enquêtes. Et sur ce territoire précisément aussi. Absolument, bien évidemment, oui. Et pourquoi aller chercher la brigade de Lecto au prétexte que peut-être il y avait un problème de compétence territoriale. Là, le parquet pouvait très bien désigner l'ABR ou l'ASR, c'est évident. Alors, s'il faut aller jusqu'au bout des responsabilités, il faudra se poser cette question, c'est évident. Mais je reviens à ce que je disais en amont, c'est bien sûr insupportable de se dire qu'il y a eu, à un moment, des gens qui ont eu un dossier et qui n'ont pas mesuré l'importance de ce dossier. Mais il faut également se dire que quand vous croulez à 8, si vous comptez en plus un tel qui est pas là parce que tout le monde ne peut pas être là tous les jours en permanence, il y a un délai incompressible. Et ce délai incompressible, tant qu'il n'y a pas un fait majeur douloureux qui se produit en aval, et je ne sais pas combien il y a d'affaires qui sont dans ce cas-là, mais je pense qu'il doit y en avoir un certain nombre, comme vous le soulignez tout à l'heure, maître, c'est-à-dire des dossiers où il vous faut 2 ans pour avoir une réponse, eh bien vous avez le résultat de l'encombrement. Je parle même pas, ce que j'évoquais en début de mon propos, du choix. Je parle même du nombre de procédures. Et j'en reviens à ma colère précédente sur le nombre des effectifs et le fait que la gendarmerie, 3600 brigades avant la RGPP, 3000 maintenant, faites le compte, vous verrez 600 en moins, même si on essaye actuellement de les remonter à travers les textes qu'on va vous dire, parce que le ministre va vous dire, ah oui, mais on en a 200 qui sont en cours d'installation. Mais le temps de faire des gendarmes, le temps de les former. C'est un processus qui est long. Pareil pour les magistrats. Si je vous écoute, Christian Proutot, évidemment, je donne la parole dans un instant, maître, évidemment. Il ne s'agit encore une fois pas de pointer du doigt telle et telle personne, de trouver les responsables. Nous n'avons pas aujourd'hui sur ce plateau la qualification nécessaire pour pouvoir établir précisément ce qui s'est passé. Les questions se posent, on se pose les questions que chaque Français, évidemment, aujourd'hui, depuis une semaine, se pose. Vous partagez l'avis de Christian Proutot, maître, sur le fait que la défaillance, elle ne se situe pas forcément sur les gendarmes qui, effectivement, ont tardé à interroger cet individu, mais sur la prise, le fait qu'on les ait engagés dans cette procédure. Oui, mais on peut même remonter la chaîne. Je pense qu'il y a une chaîne causale. On les entend, les suspects, les mis en cause, on les entend en garde à vue à la fin d'une procédure. Il faut que tout le monde ait fait l'enquête avant et qu'on ait moyen de les confronter à des éléments objectifs. Mais ça veut dire que vous avez une brigade de gendarmerie, peut-être pas la bonne, mais qui est saisie que le 9 janvier. Mais pourquoi que le 9 janvier ? Parce qu'il y a une transmission du dossier qui vient du parquet de Toulouse. Et moi, je vais vous dire ce qui m'a ulcéré quand j'ai écouté en direct la conférence de presse, je crois mercredi, de la procureure. Quelque chose qui m'a fait tilter, c'est que on vous dit qu'il y avait l'enquête de Béthune.
qui est classé sans suite. Dans le nord de la France. Oui, classé sans suite par le parquet de Auch une fois que ça lui est transmis en 2024. Mais ça veut dire que quand le parquet de Toulouse, comment se fait-il, et je parle pas d'humain, peut-être que c'est les moyens même, ce que nous avons tous sur nos ordinateurs, de pouvoir recouper des informations par des logiciels automatiques. Pourquoi ça ne tilte pas ? Parce que quand on dit qu'on a des moyens limités, ok, mais pourquoi je veux dire, quand vous allez à l'hôpital, on vous dit qu'il y a des moyens limités à l'hôpital, mais vous allez aux urgences, il y a une salle de tri. C'est-à-dire qu'on vous fait, à un moment, on va s'arrêter un temps pour voir qui est prioritaire. Pourquoi cette procédure, quand elle arrive à Auch début janvier, elle ne relance pas automatiquement le classement sans suite de 2024, puisqu'un classement, c'est pas une prescription, pour déjà joindre les deux, et dans le même temps, mettre comme dossier prioritaire, et peut-être du coup l'orienter vers d'autres équipes, et avec mieux dotés, pour traiter cet élément en urgence. Et je vais même remonter plus loin. Pourquoi le parquet de Toulouse, je vais vous donner la réponse dans la question, hein, mais pourquoi le parquet de Toulouse lui-même ne peut pas agir ? Parce qu'en fait, vous avez un cloisonnement par les numéros de parquet. Je peux pas en être assuré, mais il me semble que le parquet de Toulouse n'avait pas les moyens de savoir qu'une plainte venant de Béthune était arrivée à Auch un an plus tôt. Parce que si vous aviez un recoupement avec des logiciels, et là c'est juste du traitement informatique administratif, peut-être que Toulouse aurait pu flécher ce dossier comme étant prioritaire, parce qu'il y a déjà un dossier qui venait de Béthune. Donc vous voyez, vous avez toute une chaîne systémique. Bien sûr. On vit au Moyen-Âge, vous avez des magistrats qui sont sous-dotés, pas assez nombreux, avec des logiciels informatiques dignes des années 60, et avec aucun moyen de recouper même les éléments et les datas. Alors, vous parlez justement de logiciel, c'est très intéressant parce qu'il y a un nom qui revient depuis plusieurs jours, c'est ce logiciel Cassiopée. Ce logiciel Cassiopée, on le rappelle, et Célia Justfredi nous avait rejoint. Bonsoir Célia, parce que vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit là de recenser toutes les procédures, donc les plaintes, les signalements, les témoignages qui concerneraient justement ces affaires. Et qui visiblement, on se pose la question d'un éventuel dysfonctionnement ou de la façon dont ça a été utilisé. Quel est ce logiciel précisément, Célia ? Alors on va essayer de rendre ça un peu plus clair car c'est complexe. Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a le dépôt de plainte qu'on fait donc en gendarmerie au commissariat. Ensuite, la plainte elle est transmise au parquet. Et c'est à ce moment-là que les informations du dossier elles sont rentrées dans le logiciel Cassiopée et pas avant. Ce logiciel il est accessible à tous les magistrats et c'est grâce à cet outil qu'ils vont trouver pour chacune des affaires l'état civil, les coordonnées, des témoignages et surtout les suites données à l'affaire concernée. On peut voir si l'affaire a été classée sans suite, mais aussi les condamnations, s'il y en a une, les voies de recours ou bien les mesures de sûreté. Tout y est répertorié. Ces données elles sont conservées entre 10 et 30 ans, suivant l'affaire. Ce logiciel il a été déployé en 2008, il y a presque 20 ans donc, dans l'ensemble des tribunaux judiciaires. Il est au cœur de la justice pénale française. De base, ce logiciel il était censé fluidifier et accélérer le traitement des procédures, facilitant les échanges d'informations avec les parquets. Mais alors justement, la question qu'on se pose tous aujourd'hui, est-ce que ce logiciel il fonctionne correctement ? C'est là où ça se gâte un petit peu. La réalité du terrain, elle est beaucoup moins fluide pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les bugs, vous en aviez parlé. Dès 2011, soit 3 ans après son lancement, le logiciel est déjà critiqué pour ses nombreux bugs, entraînant même la paralysie du système judiciaire de Bourg-en-Bresse pendant 60 heures en 2011. Mais en plus des nombreux bugs qui font perdre du temps au personnel, d'après les syndicats des magistrats, ce logiciel est un logiciel qui n'est pas pratique et qui n'est pas non plus à jour par rapport aux dernières réformes. Et pour autant, il s'agit d'un logiciel qui coûte beaucoup d'argent. D'après la Cour des comptes, il coûtait 142 millions d'euros en 2018 contre 4,4 millions d'euros en 2006, juste avant sa sortie. Merci beaucoup Célia Justfredi. Maître Dominique Attias, évidemment, les Français se posent la question, est-ce que les magistrats de Auch, dans cette affaire justement parce que vous aviez dit qu'une plainte avait été classée sans suite en 2024, donc on était largement dans ce délai de 30 ans, visiblement ce que nous a expliqué Célia, ils n'ont pas regardé dans ce logiciel a bugué, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a pu se passer ? Tout est possible, sachez aussi même que quelquefois les ordinateurs des magistrats eux-mêmes bug, et que donc ils viennent avec leur ordinateur portable pour essayer de voir s'ils peuvent en faire quelque chose. Donc, tout est possible. Je crois me souvenir que le nombre de fonctionnaires travaillant à la chancellerie au niveau de l'informatique est absolument faramineux.
j'aimerais bien savoir le montant, mais les chiffres sont faramineux. Tout ça pour effectivement un résultat absolument, mais j'allais dire, qui en permanence crée des difficultés, des bugs, qui ne marquent pas. Pour vous donner un exemple, on avait sollicité que, par exemple, pour les mineurs, le nom de l'avocat habituel puisse être mis dans le... Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été mis, donc j'allais dire, ça ne fonctionne pas. Donc j'allais dire, il y a... Pourquoi ? C'est parce que, en définitive, la justice n'intéresse pas nos politiques. La justice, elle est là pour qu'on lui tape dessus, les magistrats qui peuvent rien dire parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, les avocats parce que ils ne sont là que pour défendre des délinquants, bref. La justice n'intéresse personne et le résultat, c'est une affaire comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que les rapports, tout ça, c'est parfait, mais c'est pas ça qui fera bouger les choses. C'est pas des rapports, c'est des comités de suivi qu'il faut. Il faut des comités de suivi, des études d'impact et également qu'on ne se moque pas de nous, parce que quand on vient nous dire que le budget de la justice est augmenté, c'est totalement faux, puisque l'augmentation, c'est pour construire du carcéral et pas du tout pour qu'il y ait plus de magistrats, plus de greffiers, pas du tout, 50% pour du béton carcéral. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter en plus n'importe quoi et prendre les Français pour des abrutis. Et ce seront les questions notamment que Darius Rochebain posera au ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui sera sur LCI à 18h. Évidemment, ne manquez pas ce rendez-vous juste après le grand dossier. On en vient à cette troisième question, évidemment, que les Français se posent et qu'on se pose ce soir dans le grand dossier. Est-ce que ce drame de l'IANA peut se reproduire à l'avenir en France? Regardez ce témoignage de la maman de la petite Maëlys. Maëlys, justement, le maire de Fleurance en a parlé parce que cette affaire fait écho à ce qui s'était passé. On rappelle que la petite Maëlys avait été victime de Nordal-Lelandais il y a maintenant plusieurs années. Voilà ce que dit cette maman. Les bourreaux ont le droit au silence, à se reproduire en prison, au téléphone, à Internet, pendant que les victimes subissent. Combien faudra-t-il encore d'enfants assassinés pour que la justice française et l'État agissent? Aujourd'hui, si on fait le compte, j'ai cru voir passer le chiffre de 70 000 plaintes qui concerneraient des faits sur mineurs aujourd'hui et qui sont encore en attente. Claire Bourdi, vous êtes toujours avec nous, fondatrice du collectif Enfantiste. Est-ce que vous craignez aujourd'hui qu'il y ait d'autres Jérôme B, d'autres profils de ce type qui courent encore dans la nature en France? Oui, c'est une... Bien sûr. On en est persuadés, nous-mêmes au collectif Enfantiste, on a beaucoup de témoignages d'enfants et de parents qui parlent de la non-protection des enfants, des classements sans suite et des agresseurs qui font plusieurs victimes. Oui, ça va être encore le cas plus tard et on le regrette et on va continuer de compter les infanticides. Mais vous parlez de justice aujourd'hui et la justice, elle est totalement inégalitaire en fait, surtout quand ça concerne les enfants. Si je vous parle de la justice civile pour une audience au juge aux affaires familiales pour protéger un enfant, l'audience va durer 15 minutes. Si on parle d'une question d'héritage, ça peut durer plusieurs heures en fait. Les violences faites aux enfants, ça n'a jamais été une priorité. Et tout ce que les personnes sur votre plateau sont en train de dire, c'est indiqué en 2023 dans les états généraux de la justice. Le gouvernement a déjà accès à ces informations. Et il a fait une réforme de la justice, mais dans cette réforme de la justice, les violences faites aux enfants n'étaient pas du tout considérées. Ça n'a jamais été une priorité politique. Et de toute manière, aujourd'hui, et c'est un peu le bilan Macron, excusez-moi, mais on est dans une crise institutionnelle et elle traverse toutes les institutions. Là, aujourd'hui, on parle de la justice, mais parlons de l'aide sociale à l'enfance, c'est exactement la même chose. Combien d'enfants dans l'aide sociale à l'enfance meurent? C'est la même chose. Toutes les institutions, en fait, aujourd'hui, ne sont pas capables de protéger les enfants. C'est la réalité en France. Et c'est pour ça que le peuple est en colère. Parce que le peuple le sait et que là, le bilan Macron, il est très lourd de sens. Pardon. Et il va finir, en tout cas, avec la mort de Liliana. Et ça, je pense que le gouvernement a une forte responsabilité parce que tous les rapports sont là. On le sait et on n'a jamais agi. Donc maintenant, est-ce qu'on va vraiment mettre les moyens et est-ce qu'on va arrêter de tuer nos enfants? C'est une vraie question que je pose. Est-ce que j'ai une question pour vous tous? Je ne sais pas qui c'est qui pourra répondre avec moi. Est-ce qu'il existe un référencement
un peu comme les fichiers S dans le terrorisme aujourd'hui pour la sécurité nationale, est-ce qu'il existe un référencement pour les personnes soupçonnées de pouvoir agir, de pouvoir avoir des faits sur des mineurs comme ça? Il faut les identifier. Des fichiers, des personnes condamnées déjà. Il y a un fichier des délinquants sexuels quand ils ont été condamnés. Mais il y a des fichiers qui recensent vos antécédents. Commencer par le fichier du traitement des antécédents judiciaires. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Jérôme Barella, il figurait au fichier du traitement des antécédents judiciaires dès 2017. Ce qui veut donc dire que, parce que vous évoquiez ce point-là, quand à Toulouse on commence à enquêter après la plainte qu'a déposé la maman de la petite Rosa à partir d'août 2025, si le TAJ a été interrogé, on voyait qu'il y avait notamment eu une plainte qui avait été déposée en 2017 et une autre qui avait été déposée à Béthune en 2022. Ça, c'était visible au fichier du traitement des antécédents judiciaires. On a aussi parlé de Cassiopée. Non, il y a de multiples fichiers qui existent, mais pour répondre plus directement à votre question, est-ce que ce drame peut se reproduire? La réponse est ça va se reproduire. Ça va se reproduire parce que c'est statistique, hélas. Vous avez 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs en stock aujourd'hui. Il y a 160 000 enfants victimes par an. Il y a plus de 200 000 majeurs victimes par an. Ça fait quasiment 400 000 personnes. La capacité de jugement des affaires criminelles sexuelles est de 2 000 par an en France. Donc, vous voyez bien que 400 000... 35 ans pour... alors déjà... Non, ça veut dire qu'en fait, l'immense majorité de ces affaires ne sera jamais jugée. C'est quasiment 90%. Et que d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas que le classement sans suite, mais d'une façon ou d'une autre, ces affaires ne seront pas jugées. Elles vont errer un certain temps, et puis après, elles finiront par être classées d'une manière ou d'une autre. Et donc derrière, il y a des victimes, il y a des familles, il y a des tragédies humaines, mais les moyens de la justice, quand on donnait les chiffres, vous savez que pour 1 000 euros de dépenses publiques, la justice, c'est 50 euros. Ou pour 100 euros de dépenses publiques, c'est 50 centimes. Vous prenez comme vous voulez. Mais c'est ça le budget de la justice aujourd'hui. C'est-à-dire que sur la masse de la dépense publique en France, on ne dépense quasiment rien pour la justice. Maître. Oui, et puis vous savez qu'en France, il y a un viol, un enfant est victime de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes. Et il y a 90% de classement sans suite. Mais c'est inaudible ça aujourd'hui pour... Et c'est la réalité. On n'a pas parlé de la parole de l'enfant. On n'en a pas parlé. Et c'est là aussi un vrai sujet. Et là, c'est un sujet sociétal. Pourquoi les enfants ne sont jamais crus? Pourquoi on pense que c'est pas fondamental et qu'il va forcément mentir? Ou en tout cas, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est un sujet sociétal. Et Claire Bourdi, vous êtes encore avec nous. Vous voulez réagir justement. On sait que ce sujet de la parole des enfants vous tient particulièrement à cœur. Est-ce que la France aujourd'hui est en retard dans ce domaine-là? Oui, la France est très en retard sur les droits des enfants et les connaissances sur les violences faites aux enfants et leur prise en charge. Mais j'aimerais rajouter aussi un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1% de condamnation dans le cadre de violences sexuelles sur les violences faites aux enfants. Et uniquement sur les enfants qui parlent. Oui. Ce qui fait environ 99% d'agresseurs possibles libres d'agresser. Là, je pense qu'il faut être conscient de ce chiffre. Et là, on parle uniquement de violences sexuelles. Mais les enfants sont aussi largement victimes de violences physiques et psychologiques. Et les infanticides, c'est aussi des parents et des familles qui torturent leurs enfants. Et ça, c'est aussi une réalité. C'est que en fait, là, on a les chiffres sur les violences sexuelles, mais sur les violences physiques et psychologiques, c'est exactement les mêmes failles. Et c'est partout. Donc, cette parole de l'enfant, elle est essentielle, mais il n'y a pas que la parole de l'enfant, parce qu'en fait, on attend que l'enfant parle. En fait, c'est ça aussi, c'est que déjà on attend que l'enfant parle et une fois qu'on l'entend, on ne le protège pas. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de transformation à cette parole. Mais il n'y a pas que les paroles, un enfant aussi, il a des symptômes. Un enfant qui vit des violences, il a des symptômes. Et aujourd'hui, il y a quand même une grande majorité de professionnels entourant les enfants et les familles qui ne savent pas ce que sont les symptômes d'un enfant qui vit des violences. Et donc, on est incapable de détecter les enfants victimes de violences. Et donc, on va attendre plusieurs années qu'ils se mettent à parler alors qu'ils auront été victimes pendant possiblement plusieurs années.
Et ça, il n'y a pas que la parole de l'enfant, il y a aussi ces symptômes et il y a vraiment une méconnaissance et une ignorance sur ces violences qui sont spécifiques. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre, avoir des formations pour tous les professionnels et pour les familles et de la sensibilisation auprès de toute la société pour détecter ces enfants, notamment à l'école. La CIVIS, la Commission indépendante sur les violences sexuelles et l'inceste, a préconisé de faire des détections et de poser la question aux enfants à l'école et de leur demander si quelqu'un leur faisait du mal. Mais déjà, ce serait un bon début de commencer par poser la question aux enfants. Et ce sera probablement aussi une des questions posées par Darius Rochebin au garde des Sceaux. Est-ce que les autorités, est-ce que le gouvernement va prendre en charge davantage cette question? On voulait avancer un petit peu aussi dans le sujet parce qu'on a parlé des éventuelles responsabilités. Évidemment, ce choc, il est sociétal, il est politique aussi, évidemment. Chacun y va de sa petite... chaque politique fait sa proposition, entre guillemets. On voulait vous soumettre une des propositions qui a été énoncée il y a quelques heures, c'est celle de Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il est candidat à l'élection présidentielle et il propose d'éventuelles sanctions. Si jamais il y a sanctions, il faut que l'enquête soit en cours. Et pour qu'il y ait sanctions, il demande à ce qu'il y ait une sorte de nouvelle structure qui pourrait justement sanctionner les magistrats si jamais il y avait faute. Kadi Adoumdouaz nous avait rejoint. Bonsoir Kadi. Cette nouvelle structure, elle serait donc là... c'est une nouvelle instance. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette proposition de Bruno Retailleau? Alors, ce qu'il propose en fait Bruno Retailleau, c'est effectivement une nouvelle instance qui sanctionnerait les magistrats en fait en cas de faute. Alors, elle réunirait des magistrats et des experts, mais aussi, et c'est ça la nouveauté, des citoyens qui seraient tirés au sort. Alors, parce qu'aujourd'hui, faut bien resituer, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, qui s'en occupe. Le président des Républicains, lui, il estime que c'était un organisme trop corporatiste, trop indulgent. Alors, il demande de la transparence et ce fameux contrôle citoyen. Pour autant, il ne souhaite pas la disparition du CSM, mais il lui réserverait finalement son rôle principal, c'est-à-dire en fait nommer les magistrats purement et simplement. Alors, Bruno Retailleau, en fait, il s'inspire d'un modèle britannique pour les médecins. Là-bas, il y a ce qu'on appelle des tribunaux disciplinaires qui mélangent des médecins et des citoyens qui participent pleinement aux décisions de sanction jusqu'à la radiation, parfois, c'est le dernier stade de certains professionnels de médecine. Merci beaucoup, Katia Douna. Juste avant de vous faire réagir, écoutons la parole de certains participants de cette marche blanche qui ont été recueillis par nos envoyés spéciaux sur place. Je suis venue parce que je suis maman d'une petite fille, pour soutenir la famille, pour exprimer ma colère aussi vis-à-vis de la justice qui apparemment n'a pas fait son travail. C'était déjà dramatique ce qu'il a fait avant. Il a fallu ça pour que ça bouge aujourd'hui en fait. Donc c'est triste. Nos enfants ne sont pas en sécurité. Et le ras-le-bol de ce dysfonctionnement de la justice et tout. Ça n'aurait pas dû arriver si le travail aurait été fait en amont. La justice ne fait rien pour ces gens-là. C'est ça le problème. On a marre que nos enfants subissent des violences comme ça. Ras-le-bol. Encore une fois, il ne s'agit pas là de pointer la responsabilité d'un tel ou d'un tel, mais quand on entend la parole de ces habitants de Fleurance, la justice ne fait rien, je cite cette dame, est-ce qu'il va falloir possiblement arriver à des sanctions aujourd'hui, maître? Alors, pour vous donner mon avis sur cette proposition de M. Retailleau, elle pourrait être intéressante si elle pouvait aussi juger les anciens ministres. Quelle bonne idée. Oui. De la justice et puis de l'intérieur. Parce que je pense que c'est de sa famille politique où un éminent ancêtre avait appelé ça un nouveau machin. Ça, c'est essayer de jouer un rôle de magicien, c'est-à-dire détourner l'attention de tout ce qu'on vient de dire, et certainement pour des visions personnelles. J'ose dire que c'est soit du populisme, soit du cynisme. C'est pas du tout le sujet. Par contre, il y aurait des choses qui seraient intéressantes et en réaction à cette proposition, je répondrai à votre précédente question. Nous, à l'Enfant Bleu, on a déposé 2 livres blancs en 2016 et en 2023. Dans celui de 2023, il y a 4 propositions qui relèvent totalement d'un manque de célérité. On a remarqué que les seules propositions qui retiennent l'attention, je dis bien des ministres à qui on les présente, donc y compris M. Retailleau, ce sont celles qui ne demandent aucun moyen pour les mettre en place. Première chose.
Et je vous donnerai 2 exemples objectifs pour vous dire que ça va recommencer, surtout si on retient des inepties pareilles à visée électorale. Il a fallu attendre une loi de Madame Santayo pour que, enfin dans la loi, il soit inscrit dans le Code de santé publique qu'il est obligatoire d'avoir un diplôme pour travailler à l'ASE. Madame Rist, aujourd'hui, a pris des dispositions réglementaires pour prévoir les diplômes des personnes qui travaillent à l'ASE. Vous savez quoi? Elle a même oublié les spécialistes de l'enfance, les puéricultrices. C'est même pas indiqué. C'est quand même fou. On parle du ministre de la Santé. 2e exemple objectif. On s'éloigne un petit peu du fait divers. Je vais vous parler de l'affaire Marina, qui est un autre mode de dysfonctionnement. Horrible. Eh ben, il y a une 2e affaire Marina qui a été jugée. Je représentais l'Enfant Bleu en juin dernier au Mans. Même service de santé, même dysfonctionnement, même parquet, même justice, même enfant battu à mort. Personne n'en a parlé. Peut-être parce que c'était deux étrangers qui demandaient des papiers. Et avec un rapport de l'IGAS qui a été produit à la procédure, où il est écrit noir sur blanc par l'inspection générale des affaires sociales, de dire que c'est un second Marina et que rien n'a changé en 10 ans. Arlette Chabot, c'est un scandale aujourd'hui qui touche la société et qui devient politique. Oui, mais je veux dire, je nuance, il y a des petits progrès. Il y a une loi qui a été votée à l'unanimité cette semaine à l'Assemblée pour effectivement... C'est une de nos propositions, effectivement. Oui, effectivement, vrai. À l'Assemblée, à l'unanimité pour effectivement protéger les enfants contre les violences scolaires. Il y a le périscolaire, c'est la suite de Betaram, et finalement il y a un compromis. Donc ça avance toujours lentement, mais il se passe quand même des choses, effectivement, parce qu'une société est perturbée. Betaram, le périscolaire à Paris, ça a quand même choqué beaucoup, de même que cet acte abominable dont on parle, de la petite Liana. Donc, je pense que ça bouge un peu. C'est sûrement un sujet qui va revenir. On va dire ça tous les jours, pendant un an, pendant l'élection présidentielle. Mais je pense que sérieusement, les violences faites aux enfants, l'écoute de la parole des enfants, ce que souhaitait d'ailleurs le ministre Gérald Darmanin, qu'on écoute davantage, beaucoup d'attention à la parole des enfants, ça doit entraîner effectivement des propositions dans le débat. Pas des propositions comme celles qui sont faites aujourd'hui sur les magistrats, parce que on voit bien que Bruno Retailleau veut être un peu dans la course, je vais dire, à l'échalote pour effectivement faire des propositions dont on essaye de parler et d'être dans la course présidentielle. Mais sérieusement, sur le fond, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, parce qu'il y a eu trop de scandales. C'est trop choquant, c'est trop gênant, c'est insupportable pour tout le monde. Je pense que ça va être un vrai sujet. Et tant mieux. Et en attendant, on va voir ce que dit, ou ce que peut annoncer le ministre de la Justice pour déjà répondre aux attentes, effectivement, des Français.